Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve sur Ginji DR, ma rubrique jeu de rôle. On va traiter un sujet que j'avais vu sur une vidéo de François Letarte. C'était une question de JPM. En gros, je vais lire la question et ensuite je vais répondre puisque c'est un sujet que je trouve assez spécial étant donné que ça tourne principalement autour de l'évolution dans le temps. Donc je vais pour répondre à ça. Alors voilà, on va voir. Question pour une prochaine capsule. Je me souviens pas si je l'avais déjà posée. Est-ce qu'en tant que maître de jeu, on apprécie les jeux descriptifs avec plusieurs règles pour se rapprocher de la réalité dans nos débuts, qu'on avait du temps pour lire, et qu'avec le temps, on va vers des jeux plus narratifs où le meneur de jeu se fie à son instinct pour dire le bonus de plus 2 pour ta bonne idée. Ou on est heureux qu'un livre de 30 versus 40, en fait 30-40 pages versus 400 pages, voire même plus avec des suppléments pour débuter et jeu de rôle. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que les débuts de jeux de rôle que j'ai eus avaient des choses qui étaient très variées. Donc on va traiter des choses du commerce. Puis il y a eu la bascule où je suis passé sur le jeu de rôle que j'étais en train de développer. Puis ensuite, par temps de pause, pour pouvoir fossiliser mon temps de jeu, j'ai dû basculer sur du simili-système des vins parce que j'avais vu des choses intéressantes et j'étais interloqué. Donc si on remonte aux origines, j'ai commencé avec deux jeux. Le premier c'est le W système de luxe que je monte constamment, même si c'était une relation amour-haine. Et le second, c'est Warhammer première édition. Un qui est un simili-système des vins et l'autre qui est un système des sangs. Donc les deux avaient une expérience radicalement différente et au niveau de l'approche, bon, je dirais que entre par exemple le fait que Warhammer, il y avait beaucoup de résultats qui étaient aléatoires, mais il y avait la possibilité que certaines vocations ne s'ouvrent pas en fonction de tel point. Évidemment, il a fallu moderniser un peu le truc en disant aux gens, bon, si tu as un minimum dans une caractéristique, tu peux la permuter pour prendre la vocation que tu veux. Et pour le W système de luxe, le truc c'est de trouver une expérience qui était, on va dire, complète. Et là, ça dépendait de l'univers. Il y a c'est un univers bien défini, mais qui a son ensemble de règles qui finit par fédérer, on va dire, l'identité de jeu qu'il y a autour de Warhammer. Et le second, c'est un système générique qui permet de jouer des choses avec une approche action cinématographique assez speed. Et même si l'approche, ça fait que c'est un système universel, chaque expérience peut paraître différente et surtout, c'est un truc que je mets toujours en avant comme qualité de jeu. Le W système de luxe, tu joues déjà à, on va dire, à l'intention d'expérience que tu as voulu à la création. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'atteindre un certain niveau ou un certain niveau de dépense de points pour te dire ouais, mais c'est vers ça que je me tourne. Dès le départ, tu te dis, je vais jouer ça, je vais prendre ça et je vais déjà pointer les choses dans cette direction-là. D'autant plus que ils sont très très généreux sur le début du jeu pour en fait donner une expérience où, avec énormément de restrictions. Au début, je comprenais pas, mais c'est quand j'ai eu un joueur qui se l'était acheté, ou il avait acheté conjointement avec quelqu'un et qui a commencé à parler de certains trucs, là je me suis dit, et ouais, effectivement, ils ont bien fait d'avoir fait comme ça, puisque la progression finirait par être monstrueuse. Même si le tableau de difficulté vient à permettre d'aller au-delà des stats théoriques pour pouvoir gérer des choses, ce qui est une énorme qualité. Ensuite, on passe à mon jeu de rôle qui était au départ au système des vins et l'autosystème des sangs, donc il y avait un peu une mise en relation par rapport aux autres, mais avec une expérience bien bien différente. Ça s'est passé par plusieurs versions, et on va dire au fur et à mesure de l'expérience, j'avais envie de montrer une différence entre l'efficacité de l'action, c'est-à-dire à quel point la magnitude de l'action est forte, et l'autre, est-ce qu'il y arrive ou pas, et surtout que l'intention d'action et à quel point l'action est réussie ne va pas déterminer ça détermine des réussites, mais c'est des réussites vis-à-vis des intentions, sauf que le monde est codifié,
Euh, le monde est codifié, l'expérience de chaque espèce est codifiée. Les joueurs peuvent jouer des choses très très différentes. Ce qui fait aussi que, on va pas se le cacher, mais par exemple, moi j'ai créé un jeu de côté, tout en sachant que j'utilisais des mécanismes qui me demandaient bien plus d'outils que les outils que je suggère dans le livre des règles, ce qui a changé en cours de route. Et au final, ce que j'essaie de faire, et c'est peut-être là qu'a été mon erreur, et je suis en train de, on va dire pas de payer les pots cassés, mais de rectifier ce que j'ai, le problème, c'est que l'expérience que j'ai voulu retranscrire, il faut que je donne aux meneurs de jeu les outils dès le départ pour qu'ils puissent en fait gérer certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a les éléments basiques, c'est-à-dire si tu as un doute, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire, mais ça ne suffit pas. Dans les systèmes simili, système des 20, il y a cette approche où on te dit, dans le doute, tu devrais faire un test natif de telle ou telle caractéristique. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je préfère sensibiliser les gens sur l'expérience qui est attendue et donc donner des pistes. Donc il y aura vraiment une partie très sensible où je vais parler de ce qu'il y a à gérer, plutôt que de donner, c'est deux écoles différentes. C'est une école qui te parle c'était quoi l'expérience de jeu quand les gens ont développé le jeu, et le jeu il traite comment tel aspect. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et cette petite différence-là, plutôt cette différence qui est assez marquante entre les autres, c'est quelque chose que j'ai appris au travers des jeux de rôle. Si on se retourne à la question, je vais essayer vraiment de rentrer dans le détail, on te parle par exemple des jeux descriptifs ou encore on te parle de jeux narratifs. Le descriptif et le narratif peuvent se rejoindre. Voilà, je pense que c'est vrai que ça ne peut m'engager que moi et aussi les joueurs qui ont joué à l'époque, même si la version que je suis en train de faire là, il commence à différer un peu puisqu'il se rapproche un petit peu plus, j'essaie de donner plus d'éléments aux meneurs de jeu, mais quand j'ai créé mon univers, j'ai voulu qu'il soit descriptif et après j'ai décidé de me tourner aussi vers le narratif et de ne pas faire de compromis, mais vraiment d'embrasser les deux facettes. C'est tout à fait possible de faire les deux facettes. D'ailleurs, comme exemple récent, il y a tous les jeux que je joue et qui sont des simili-systèmes des 20 ont un aspect descriptif et ont un aspect narratif. Pour par exemple Edge Blue Rose, qui est mon jeu préféré du commerce, il y a le système de difficulté, les degrés de difficulté, il n'y a pas de degré de difficulté, mais il y a ce qu'on appelle l'outcome, c'est-à-dire il y a des jets où, en fonction d'à quel point tu dépasses la difficulté, c'est mieux. Ensuite, il y a ça se joue au 3d6 et il y a un dé d'une autre couleur qui s'appelle le dé de drame. Et quand tu fais tu fais un test et il y a deux dés qui indiquent le même chiffre et qu'il y en a un, et ben celui du dé de drame va comptabiliser ce qu'on appelle des points de cascade. Ces points de cascade vont avoir une teneur en matière de roleplay, en matière narratif, de l'exploration, de tout ce que j'ai l'habitude de dire, quoi. Action, combat, exploration, contemplation, roleplay, même des portes ouvertes pour les systèmes de lien entre est-ce que tu vas apprécier un peu plus cette personne-là, ou cette personne-là va t'apprécier, ou il va te détester. Toutes ces choses-là fait que ce que me montre les jeux de Green Ronin, c'est que le système, ça c'est un truc qu'il faut que je mette dans le marbre avec cette vidéo. C'est Green Ronin qui m'a montré que les systèmes des vins ont en fait cette capacité d'être en fait ce qui a été le banc d'essai à de nombreuses choses, de nombreux jeux ont été produits, mais ce système-là peut mener à de très belles choses et à raconter de très belles choses. Et je dirais même que dans l'autre sens aussi, si on remonte dans le passé, le W système de luxe aussi, puisqu'on te dit qu'ils veulent faire de l'action cinématographique, mais en vrai, tu peux faire du drame, tu peux faire de la romance, tu peux aussi, par exemple, prendre une expérience très orientée aventure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une refonte d'Archeos. Tu peux embrasser vraiment ces choses-là. Et je sais pas si je peux me permettre de le dire, mais c'est vrai que quand tu as plusieurs versions, c'est vrai que je peux me permettre. Je ne tape pas à bras raccourcis sur Donjons et Dragons si je viens à dire ça, après réflexion. Donc je vais le dire,
j'ai l'impression que la moins bonne version la moins bonne exploitation que j'ai vue du système des vins, c'est Wizard of the Coast. Voilà, rien que ça. Et je ne parle que des versions que j'ai vues et que j'ai regardées, et je ne suis pas allé, pas ceux que je n'ai pas vus du tout. C'est-à-dire que je peux pas parler de la première. Advanced, j'avais les yeux dessus pendant une période, donc ouais, je peux parler un peu d'Advanced. De la seconde, j'ai pas vu non plus. La troisième, non. Mais j'ai revu certains trucs extérieurs qui étaient liés à la 3. La 3 n'était pas si mal, la 3.5, évidemment, je l'ai consulté. La quatrième, non. Et apparemment, il y a une espèce comment dire ça, il y a une espèce de parcours de rédemption de certaines personnes qui veulent retourner vers la quatrième édition pour voir l'expérience unique que ça proposait. Parfois, pourquoi pas. Et la cinquième édition, j'avais la main dessus. Ça m'a pas intéressé pour un sou, par rapport à ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire la distribution des informations, la manière de le faire. Je la trouve très mauvaise. Et là, bon, on a One D&D, D&D 6, bon, tu peux l'appeler D&D 2024, 5.5, peut-être 6, Turbo. Voilà. On met le Turbo comme le truc des Street Fighter Turbo, tu vois, pour dire, ah, il y a la version de la version de la version. Mais j'ai vraiment l'impression que la moins bonne version, je dis Wizard of the Coast, mais si on prend vraiment l'ère Wizard of the Coast et on laisse, j'oublie à chaque fois le nom de l'ancienne maison d'édition TSR, un truc comme ça, si on enlève TSR, où j'ai vu quand même la version Advanced dont je vous ai parlé, qui a vraiment l'air pas mal, et j'ai vu certains éléments des règles de la première, et c'était pas si mal du tout, c'est pas pourri, il n'a pas usurpé sa réputation. Ben, l'ère de Wizard of the Coast n'est pas brillante, mécaniquement parlant en tout cas. Donc oui, on peut faire du descriptif et on peut faire du narratif en même temps. Un autre truc que j'ai aussi en tête, c'est, je crois que j'étais dans un stream de Julien Dutel, donc le meneur de jeu de Roll and Play, et du coup, je crois il avait il avait vu un petit peu des résultats, on va dire, pas mitigés, mais un petit peu moins bien accueillis que les sessions précédentes, et il expliquait en quoi, il demandait aux gens pourquoi, en fait, le côté vigilante et super-héroïque, pourquoi les gens ont l'impression qu'il y a une différence entre les expériences, alors qu'en fait, qu'on ne fait que jouer des héros. Alors, évidemment, ça serait une réponse un peu facile de dire que oui, c'est la même chose, mais je pense qu'il y a différentes catégories de héros, différents codes, etc., etc., et il y a bel et bien un truc chez les vigilantes, et tu peux avoir le même système, et ça aboutit à des éléments différents, et les micro-règles ne vont pas changer ça. Cependant, il avait tout à fait raison quand il disait que il y a l'expérience des civils systèmes des vins, de Donjons et Dragons, tout ça, permet aussi de faire des éléments, par exemple, de trucs avec un esprit très shonen, très manga. Toutes ces choses-là, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Le problème, c'est que tous les systèmes qui essaient de générer un esprit manga ne le font qu'à un effet de surface. Et ce qui fait que certains shonen ont bien fonctionné, c'est qu'ils ont leur propre code. Et si tu dois faire un jeu, tu dois codifier les choses. Je veux dire, et c'est cette conclusion-là, je l'ai tirée d'où, puisqu'on parle là, on commence à parler des expériences récentes, je l'ai tirée du fait que je joue au système Age. J'ai de nombreuses versions du système Age. Pour faire par exemple du Dragon Ball, du Bleach, du One Piece, du Yu Hakusho, du Warhammer 40 000, oui, il y a Warhammer 40 000 dans la liste, du Dragon Ball, ben, je peux prendre la base de Mutant and Masterminds, l'absence de PV, et on va peut-être y venir, l'absence de PV et la manière dont on traite les degrés de blessure, ce genre de choses-là, fait que ça rend l'expérience meilleure. Je pourrais rajouter Pokémon aussi, puisque j'ai fait Pokémon aussi, pour avoir fait énormément d'expériences animées, manga et autres fictions. C'est le même système, mais ce qui fait qu'il a fédéré l'univers, bah, c'est la marge de progression, où en fait, par exemple, les classes sont pas codifiées, les pouvoirs sont pas codifiés, on te présente des archétypes, on te présente des modèles, on te présente des sélections. C'est un système qui te demande de récupérer des points, et avec ces points de dépenser pour faire quelque chose, mais il n'y a pas... Il y a peut-être les archétypes qui te disent voici comment on fait un guerrier,
mais ce n'est qu'une façon. Et il a l'autre problème aussi avec le livre de base de Mutant Mastermind, c'est que il y a aussi la partie où on te dit ah oui, mais il y a aussi les archétypes. En fait, tu prends cette base-là et puis après tu permutes ça avec ça. Et c'est pas forcément la meilleure expérience, surtout quand tu veux proposer comme expérience par défaut. En tout cas, dans le livre, c'est comme ça que c'est présenté. Tu gagnes des points de pouvoir au lieu de gagner des niveaux. Tu peux faire en sorte que les gens gagnent des niveaux à certaines étapes. C'est toi qui vois, mais ce qui est plutôt mis en avant, c'est que les gens gagnent des points de pouvoir par session. Ce qui n'est pas forcément la meilleure utilisation des choses. Donc, ne pas être ancré dans cette espèce d'esprit, il y a des espèces, ça fonctionne comme ça. Il y a des classes, il y a telle classe, et elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et il y a il y a beaucoup de gens qui font récemment, je pense que l'arrivée du retour, en fait plutôt, le retour à une expérience plus OSR, et la volonté aussi de donner une alternative à Donjons et Dragons parce que les gens en ont marre d'être pris pour des pigeons. Là, on commence à avoir une espèce de changement où les gens se disent et si on pouvait faire autrement. Autrement existe déjà, c'est juste qu'on n'a peut-être pas le regard dessus. C'est pour ça que je vais essayer de faire un petit peu plus de lecture holistique, surtout que j'ai pas mal de choses à montrer. Mais au travers de toutes ces expériences-là, la place pour l'interprétation, mais aussi la place pour échafauder ce qui va faire l'identité du setting, il faut avoir la place pour ça. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est ce que disent justement les personnes qui en commencent à remettre en cause Donjons et Dragons, c'est qu'ils se disent ouais, mais Donjons et Dragons, est-ce que ce n'est pas juste que du branding? Voilà. Alors, autant pour du Coca-Cola, alors quand tu fais une métaphore sur la bourse, ça commence déjà à mal partir, mais autant le Coca-Cola, on va dire c'est un goût spécial, les gens aiment pas. Même si déjà le Coca, je commence à avoir du mal, mais moi je suis plus tourné vers Pepsi, mais bon, ça c'est pas que ça regarde. Et même d'autres choses, plus des sodas à l'orange. Bref, en sachant que tu as le branding, et le branding, ben, c'est juste un goût, une certaine saveur, ben, Donjon 5e peut avoir différentes saveurs en fonction des multivers. Mais la structure, l'échafaudage, elle est bien présente. Il y a certains éléments qui vont peut-être se rajouter, mais qui a déjà été compris, qui a déjà été mis en place. On te dit, on va juste te dire, tu vas faire ça comme ça, et tu peux ignorer ça. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses de manière globale. Et un jeu qui laisse la place pour l'interprétation, mais aussi laisse la place pour pouvoir mettre des éléments dans un setting, c'est pas tous les jeux qui le permettent, et les jeux génériques le permettent. C'est pour ça aussi que je vois qu'il y a aussi une remontada, pas seulement de l'esprit OSR, mais aussi d'avoir des jeux génériques, et ensuite d'apporter son expérience là-dedans, pour laisser les choses. Et du coup, on arrive justement pour compléter la vidéo, on arrive aussi dans l'ère moderne, où après avoir fait mon jeu, plutôt après avoir fait des playtests avec les joueurs, ma tablée, elle s'est dissoute. J'ai fait un petit parcours pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que je voudrais. Et après, j'ai commencé à voir que l'expérience que je voudrais pour le jeu, c'est une expérience qui est assez spéciale. En fait, il y en a même pas une, il y en a deux. Mais les deux peuvent, soit une peut être choisie exclusivement plutôt que l'autre, ou tu peux alterner entre les deux. Et il faut que il y ait, on va dire, il y ait le lien, plutôt que la boucle soit bien soudée. Donc c'est à partir de là où justement je dois faire mon petit numéro de magicien du game design pour pouvoir essayer de gérer les choses. Mais après, au moment où j'ai décidé, il y a eu une transition quand même, un passage, mais il y a eu un moment où en fait, je voulais tester de nouvelles expériences, je voulais fossiliser les éléments que j'avais déjà mis pour le playtest, regarder qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a moins plu, essayer aussi de voir qu'est-ce que j'ai retiré de l'expérience avec les différentes personnes, et aller vers d'autres jeux. Et je crois que c'est au moment du Covid où justement François Letard parlait de, comment ça s'appelle, de True 20. J'ai essayé, j'ai lu le livre de base, mais j'ai pas trop compris le livre de base en premier lieu. Je me débrouillais moins en anglais, mais je me débrouillais tout le temps bien. Mais je trouve que la distribution des informations, on va dire que Green Ronin était encore dans ses balbutiements, mais ça n'empêche qu'il s'était déjà du très très bon travail. Et c'est quand, au mois de juin de cette année-là, où j'ai pris Mutant Masterminds et pas mal d'autres trucs, c'est en lisant Mutant Masterminds que j'ai compris tout 20.
Et c'est des systèmes D20. Puis après, une année après, je crois, j'ai découvert Blue Rose, qui est mon jeu préféré du commerce tout simplement. Et Blue Rose, c'est une expérience de fantasy, plus précisément de romantic fantasy, qui est un dérivé de la high fantasy. Ça, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Il n'y a aucune vidéo que j'ai faite où j'ai réussi à lui rendre justice. Ça, c'est vraiment un truc qui me frustre énormément. Et ce qui se passe, c'est que ces trois jeux-là, True 20, Mutant and Masterminds et Age Blue Rose, celui que je joue le plus en date là récemment, c'est True 20. Les trois ont l'aspect technique pour pouvoir aider. L'autre et ils ont aussi l'aspect narratif pour pouvoir aider parce que il y a une place pour les mécaniques et tu sais qu'il y a des mécaniques, vaut mieux ne pas les toucher parce que c'est simple, tu commences à toucher trop de trucs, ça devient compliqué. Ils ont voulu apporter, surtout sur deux d'entre eux, ils ont voulu enlever le système de points de vie, ce qui pour moi était la meilleure solution qui soit. Et puis, il y a ce rapport où aussi il y a une place pour l'interprétation, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des choses que tu vas voir, que tu vas devoir interpréter différemment que ce que les règles proposent, ou c'est peut-être déjà proposé dans certains suppléments, mais tu n'as pas forcément envie de te tourner vers les suppléments, peut-être que tu vas trouver de meilleures idées. Et il y a une autre place, c'est comment tu vas finir par fédérer ton setting. Et les trois jeux y arrivent, c'est-à-dire que même si Age Blue Rose, il y a, on va dire, il y a un univers étendu avec, il y a un univers avec, ça te permet de faire de la fantasy, et bien que Age Fantasy existe, je compare la version 1. La deuxième édition, je ne l'ai pas encore sous le coude. Mais j'ai l'impression que Age Blue Rose est meilleur que Age Fantasy première édition parce que il a simplifié certains éléments. Il n'est pas revenu sur des dotations qu'on connaissait, qui existaient déjà depuis Mathusalem, Donjons et Dragons. Ce qui n'est pas une critique spéciale envers Donjons et Dragons, c'est que ça remonte encore une fois que Donjons et Dragons a fédéré certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui sont du branding, comme par exemple les boules de feu. Les boules de feu, ils savent que c'est un pouvoir qui est cheaté, et un pouvoir qui est déséquilibré, et c'est un pouvoir qui a un énorme pouvoir de typiquer, mais ils ne le corrigent pas, parce que oui, c'est l'identité, machin. C'est comme si, en fait, Donjons et Dragons, je sais pas comment l'expliquer, mais je vais essayer de le dire comme ça, c'est comme si Donjons et Dragons, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes sous forme de jeu de rôle. C'est-à-dire que il a tellement avancé et les gens, d'une certaine façon, surtout qui ont voulu moderniser et apporter l'expérience Donjons et Dragons, l'ont tellement mis en avant d'une certaine façon. J'ai l'impression que Donjons et Dragons, c'est le jeu de rôle mémable. C'est-à-dire il y a la mentalité de l'esprit même dans le jeu et dans la perception qu'ont les jeunes joueurs dessus. Les actual play, plus précisément Critical Role, tout ce qui est Critical Role Dimension 20, tout ça, n'y sont pas étrangers. Voilà. Quitte à faire une remarque négative, autant la faire là. Voilà. Donc, pour revenir à ce qui était posé, c'est, je me souviens pas, s'il faut faire une conclusion, je me souviens pas avoir eu à faire de compromis, parce que les jeux qui à la fois arrivent à apporter du descriptif et apporter du narratif, qui apportent les deux, ben je les ai eus sous le coude, et ceux qui n'avaient pas une ou l'autre facette ne m'intéressaient pas, ou avaient une lecture difficile. Après, je pourrais aussi parler de, par exemple, comme dans Pathfinder, où j'ai voulu, par exemple, mettre une expérience, on va dire, beaucoup plus dure, et essayer de faire en sorte que les classes martiales puissent mieux se débrouiller, et en essayant de lutter aussi contre l'esprit, ah oui, mais il y a des monstres, ils ont une quantité de PV monstrueuse, et j'ai voulu faire un système de localisation de dommages. C'est pas que ça se passe mal, c'est que est-ce que les joueurs sont capables d'accepter ces changements? Je ne pense pas. Le problème avec le branding, c'est que il est critiquable sur certains points. Il a des failles qui sont évidentes et connues de tout le monde.
Quand il faut les changer, il y a des gens qui reçoivent le changement parce qu'ils se disent ouais, mais c'est vrai que ça déconne. Mais il y a malheureusement, ce qui est la généralité, une masse qui a du mal à accepter ce changement et qui trouve que les gens n'en font qu'à leur tête et que c'est pas vraiment l'expérience de Donjons et Dragons. Ce qui nous ramène à ce phénomène du combien de fétus de paille tu vas devoir assembler pour considérer que c'est un tas de paille et combien tu dois en enlever s'il y a un tas pour considérer que ça n'en est plus. C'est le serpent qui se mord la queue. Moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est une réponse qui est plus tournée vers un paradoxe. En tout cas, je pensais que c'est pas un paradoxe, mais plutôt une espèce d'épreuve, une espèce d'énigme qu'il y a toujours eu. C'est des jeux qui te disaient le jeu que je joue là, ouais, les choses que tu signales là, effectivement, c'est pas présenté dans le livre, mais ils peuvent le simuler. Et l'autre qui dit, oui, mais si c'est déjà dans le jeu, ça veut dire qu'il accueille déjà l'expérience que l'auteur voulait, parce que s'il voulait que ce soit géré, il le mettrait. Et à un moment, je me disais, les deux ont à la fois raison et tort, mais je pense que la question n'est pas de savoir est-ce que les gens ont raison ou tort, je pense que ce n'est pas non plus une question de commodité, c'est littéralement, en tout cas c'est l'expérience que j'ai l'impression d'en tirer, c'est entre le fait d'avoir eu à travailler sur un jeu où je voulais vraiment retranscrire une certaine expérience et avoir compris que les règles peuvent t'aider à faire ça et que tu peux quand même laisser de la marge, c'est un bon compromis. Mais si tu fais un livre du style « Ah oui, mais tu pourras faire un livre, tu pourras traiter ça, est-ce que ça relève vraiment de l'expérience ?» Et je crois qu'on va conclure avec ce dernier point qui est, quand on explique la différence entre le système de jeu et le système de résolution, ben je crois qu'on trouve déjà un début de réponse. C'est le système de résolution, c'est comment tu vas faire pour résoudre certaines situations et comment le système est mis en place. Le système de jeu, c'est quels sont les moyens qui sont mis en place pour faire vivre l'expérience de jeu. Quelle est l'expérience d'un civili système des 20 par défaut? Fait vivre des aventures fantastiques. Sauf que l'architecture qui est utilisée respecte cet esprit, sauf qu'il existe plusieurs variations dans le genre fictif, il y a plusieurs variations dans les expériences, et est-ce qu'il y a plus de règles pour pouvoir exposer les différents types d'expériences? Je n'ai pas cette impression. Et les jeux que j'ai joués récemment, qui étaient des simili-systèmes des 20, m'expliquaient très clairement comment appliquer les différents settings avec les différentes options. Tandis que les autres, non. Donc je dirais que si on va revenir aussi, j'oublie petit à petit certains trucs, je crois qu'il y a un truc qui était aussi marquant, c'est le nombre de pages. L'Ouro, c'est à peu près 300 pages, mais il y a énormément de pages qui est lié au lore. Tout ce qui est les livres de Warhammer, ils sont quand même assez fat quand même. Et le W System Deluxe, c'est 82 pages. J'ai pas l'impression que la quantité de pages est mise en cause. Si tu es capable de naviguer dans les règles et plus précisément de comprendre facilement ce qui a été mis, on va pas se le cacher, avoir 80 pages, c'est une bonne chose, tout comme ça peut ne pas l'être. Par exemple, si je prends l'expérience de W System Deluxe, ouais, c'est 82 pages, mais 82 pages que j'ai pris du temps à aimer parce qu'il y avait énormément d'abréviations. Et que peut-être les abréviations qui ont été utilisées n'étaient peut-être pas les meilleures. Alors que par exemple, il y a des livres où je pouvais lire 180 pages ou lire le livre rapidement et en 2 après-midi, ben, c'était plié. Et du coup, je sais qu'à quelle page il faut aller là et que ça disait ça, etc. Parce que c'était bien expliqué. Je crois qu'on y revient encore, c'est plus une affaire de qualité que de quantité. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de compromis, puisque c'est ça la grande conclusion.
J'ai pas l'impression d'avoir fait de compromis dans ce que je voulais jouer pour une autre forme d'expérience. L'expérience que je voulais était très clairement là, et la quête d'expérience alternative, elle est présente, mais pas en tant que meneur pour moi, mais plus en tant que joueur. Voilà. Bien, ben, je crois que j'ai répondu à ce qui était attendu. En souhaitant que ça vous ait plu, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Et surtout, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que votre expérience a fini par changer ou pas? Je pense qu'il y aura peut-être des choses, il y a peut-être des choses qui a changé, mais que j'ai pas l'impression non plus d'avoir lâché pour autant. Mais ça, je pense qu'on le traitera dans les autres sujets de vidéo. Salut à tous.